libération et cette période d'attente, comment s'est organisée votre vie? Alors notre vie, quand on n'a pas pu, on est resté jusqu'à la fin dans cette petite maison de paysans, disons, et puis vers octobre 1944, un peu avant de revenir sur Marseille, on est revenu dans la maison où on avait laissé quelques affaires. On a payé ce qu'on devait. Les enfants sont revenus du collège Sévenol et on a décidé de rentrer à Marseille. Comment s'est passée la libération à Faye-sur-Lignon? Alors à Faye-sur-Lignon, je vous ai dit, le village n'était pas occupé par les Allemands. Mais quand on a entendu que l'armée d'Afrique passait par le Chambon-sur-Lignon, on est tous descendus sur des vélos, sur des charrettes. On est allé voir passer l'armée d'Afrique. C'est là que j'ai vu les premières jeeps et les premiers casques américains. Et c'était une joie merveilleuse, quoi. Mais pour nous, une joie qui était... Et quand on a su que Marseille était libérée le 25 août 1944, on s'est dit maintenant il faut retourner sur Marseille, parce que on voulait d'abord savoir si la maison était debout. Et alors avec un de mes frères, mon frère Gilbert, c'est-à-dire celui qui a 3 ans de moins que moi, nous sommes partis en autostop. Alors on a fait de l'autostop, on est arrivé jusqu'à Saint-Agrève. De Saint-Agrève, on a repris un petit car, je crois. Et puis, on est arrivé à Livron, de nouveau, dans la vallée du Rhône. Et là, on a couché une nuit avec l'armée française, à la Belle Étoile, je m'en souviens bien. Et puis, on a dit, on va essayer de trouver quelqu'un qui rentre, qui descend à la vallée du Rhône. Et notre chance a été de trouver des Marseillais, des Juifs marseillais qui avaient trouvé une voiture et qui nous ont pris, mon frère et moi, pour entrer sur Marseille. Alors là, nous sommes retournés donc au boulevard Notre-Dame, la maison de notre enfance, mais malheureusement, il n'y avait plus rien. La maison avait été occupée par la Luftwaffe et les meubles, tous les souvenirs, impossible de retrouver quelque chose. Nous avons couché sur un grabat qui restait à la chambre de bonne. Les chambres de bonne étaient au 4e à l'époque, vous voyez, au-dessous des toits. Et puis là, grâce à des amis juifs, non juifs surtout, des amis de classe, mon amie Jacqueline Wilson, qui avait des parents charmants, qui nous ont donné leurs meubles de leur campagne, on a pu reconstituer. Et on nous a prêté des lits, on nous a prêté des fourchettes, des cuillères, on a ramené quelques bricoles que nous avions en Haute-Loire, là. Et puis, maman avait signalé à toutes les autorités que nous n'avions plus de meubles, plus rien. Et un jour, on a reçu un coup de téléphone des domaines en disant, voilà, on a dans nos entrepôts des meubles avec des livres de classe au nom de Nizar, si vous voulez venir les reconnaître. Là, on a récupéré quelques meubles, un buffet, je crois. Et puis, moi, j'avais une amie qui s'était mariée avec un Américain. Et alors, lui m'a dit, si vous voulez visiter les maisons qui étaient... L'armée américaine a occupé les appartements qui étaient occupés avant par les Allemands. Si vous voulez, la réquisition s'est faite au nom des Américains, mais c'était les maisons des Allemands. Si vous voulez, je vous donne la permission de visiter tous les appartements de l'armée américaine. Il était capitaine dans l'armée américaine, il s'appelait Jay Barron. Et grâce à ça, maman, la pauvre, s'est mise en quête de visiter. Elle ne pouvait pas tout visiter, mais elle a commencé à visiter quelques appartements. Et un jour, elle tombe, non pas sur ses meubles, mais sur les meubles de ma grand-mère. Elle dit, mais ça je reconnais, c'est à nous. Et l'officier américain, un peu hautain, lui a dit, non, ça vient de Toulon, c'est sûrement pas à vous. Enfin, elle retourne le meuble, et sous le meuble, il y avait une étiquette avec le tampon allemand, Juden Nizar, 58, boulevard Notre-Dame. C'était bien des meubles appartenant à ma grand-mère. Quand il a vu ça,
il a dit, ben, vous regardez s'il y a quelque chose d'autre, et il s'est excusé, et tout de suite il nous les a fait livrer. Voilà. Et alors à partir de là, on a essayé de reprendre l'activité du bureau de mon père. Il y avait eu un administrateur provisoire. Le bureau n'avait pas pu être vendu aux enchères, donc on a essayé de récupérer et de reprendre l'activité, mais nous étions tout à fait ignorants. Le seul qui avait une activité dans le bureau de mon père, c'était mon frère aîné qui a été déporté avec lui. Moi, j'avais que le bac, disons, mais on a essayé de reprendre un petit peu avec un cousin qui était un cousin alsacien, qui était réfugié à Limoges, qui était pas dans le même commerce, si vous voulez, lui faisait le commerce des fournitures pour fleuristes. Mais enfin, il avait quelques vagues notions. Alors on s'est dit... Il s'appelait comment? Charles Veil. C'était un neveu de maman. Et on s'est dit, avec lui et mon frère Gilbert, qui avait, à l'époque, Libération, que là j'avais 18 ou 19 ans, on va essayer de remonter quelque chose. Et alors moi, je suis rentrée dans le bureau comme aide de dactylo, secrétaire, si vous voulez. Et jusqu'à un certain moment, ça a marché, mais puis après, il fallait être vraiment connaisseur, et les marchés ont changé, et puis on a été obligé de déposer le bilan, et ça a fait faillite. Ça, c'était en quelle année? Ça devait être en 47, 48. Voilà. Après moi, je me suis mariée, donc mon frère Gilbert a trouvé une place dans une maison d'exportation dans le même endroit où était mon père, une maison qui s'occupait de café de Madagascar. Mon frère Maurice a repris les études de médecine, il a pu faire valider l'année qu'il avait passée en 40, bien qu'il n'ait pas fait partie du numerus clausus. Il a pu faire valider les années grâce au professeur de Vernejoul qu'il avait pris sous sa coupe et qui lui a dit tu passeras quand même parce qu'il avait le droit de suivre, oui, je crois qu'en tant de famille nombreuse, il avait le droit de suivre les cours en 40 et 41, mais ne pas passer d'examen. Vous voyez? Alors grâce au professeur de Vernejoul, il avait pu valider ces 2 années. Ensuite, il a terminé les autres années et il a passé sa thèse et il est devenu médecin. Voilà. Pour revenir à cette période juste après votre retour, vous avez attendu votre père et votre frère, et à partir de quand avez-vous su qu'ils ne reviendraient pas, et comment l'avez-vous su? Écoutez, on a reçu quelques déportés à Marseille et on demandait, on questionnait les gens qui arrivaient. Et au bout d'un certain temps, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais on s'est fait à l'idée. Quand moi je me suis mariée, on savait déjà qu'il ne reviendrait plus. Je me suis mariée en 47. On n'avait plus d'espoir là. On n'avait plus d'espoir. Comment et de quelle manière avez-vous su la réalité? Comment et quand avez-vous su des camps? La première réalité des camps, d'abord par Suzanne Zaraya, là, qui était revenue avec son mari, qui avait perdu ses 2 enfants, qui avait vu partir ses enfants dans les bras de sa mère, quoiqu'elle le racontait très très peu à l'époque. Toujours ce problème que les gens ne racontaient pas beaucoup ce qu'ils avaient vécu. Comment se fait-il, pensez-vous? Je pense que c'était tellement horrible par rapport à la réalité qu'ils pensaient que les gens qui les écoutaient ne réalisaient pas l'horreur des camps. Et moi, j'ai commencé vraiment à réaliser, si vous voulez, j'avais une espèce de pressentiment, mais c'est surtout à la télévision, quand on a vu l'ouverture des camps par le général Patton, les choses comme ça, aux actualités, et puis surtout par le peu de gens qui rentraient, on savait que c'était l'enfer. Voilà. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez compris la réalité de... Une immense tristesse, et cette tristesse, elle existe toujours, si vous voulez, c'est un clou dans le cœur, qu'on ne peut pas s'enlever.
et même 50 ans après. C'est terrible. C'est terrible.